Salut Benjamin, Bonjour, salut. ça va? Ben ça va, super. Donc, Bienvenue. en fait, on voit pas les gens. Ah non, on ne verra pas les gens. D'accord, très bien. Mais Bonjour à tous. bienvenue, bienvenue pour cet événement, ce webinaire avec Benjamin Artuis, du coup, qui est CEO de Coloria et qui a un parcours assez intéressant parce qu'il est passé du design au product et aujourd'hui, il est entrepreneur. Donc, on va parler de ça avec lui. Merci beaucoup, Ben, d'avoir accepté l'invitation. Mais avec plaisir. Merci de m'avoir invité et heureux de partager mon expérience avec les personnes qui sont ici. Donc moi, je suis Julie, je suis responsable pédagogique chez Maestro. Maestro, c'est l'école du produit, je vous en parlerai un peu plus longtemps plus tard. Et j'aimerais bien savoir, vous, les personnes qui êtes connectées, d'où vous venez, ce que vous faites, qu'est-ce qui vous intéresse. Et donc, je vous partage juste un petit sondage pour qu'on puisse se rendre compte de qui est là. Je vais regarder le chat. Bonjour. Ah, moi aussi, je peux répondre. Toi, on sait, on va savoir en tout cas. Eh ouais. Promo Maestro Product Management, mars 2024. C'est récent, ça. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Visiblement, beaucoup de products. C'est cool parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aborder le sujet de la créativité en product et je trouve que c'est vraiment essentiel et hyper intéressant. Donc, on va pouvoir parler de ça et voir comment, à quoi ça sert déjà, comment on l'intègre dans son quotidien. Alors, je supprime le sondage. Ok. Donc maintenant, je vais laisser Benjamin se présenter son parcours. Juste avant ça, vous dire que c'est hyper intéressant que vous puissiez participer et échanger avec nous, poser vos questions. Donc le chat est fait pour ça. Vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à faire vos remarques. Si vous n'êtes pas d'accord avec des choses, n'hésitez pas à le dire. On a des parcours qui sont très variés. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de confronter les visions de chacun. Voilà. Donc n'hésitez pas et on compte sur vous pour aussi être actif pendant ce webinaire pour poser vos questions. Ok, du coup, à moi la parole. Rapidement, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Benjamin Artuis. J'ai commencé, on va dire, mon expérience professionnelle en 2008 en créant ma première boîte de vêtements. Donc, qui était dans le e-commerce à l'époque, en 2008, là où il y avait très peu de boutiques en ligne euh, à ce moment-là. Donc, grosse expérience pour lancer une marque de vêtements, lancer du vêtement, lancer une plateforme de e-commerce, etc., qui m'a amené en 2012, donc ça a duré 4 ans, et en 2012, je suis, en apprenant par ma propre expérience, j'ai beaucoup aimé la partie UX, UI, design, qui s'approche un peu aussi du product, même si à cette époque-là, on parlait pas forcément de product comme maintenant.
mais je commence à faire du design de sites web, etc., où j'intègre MediaSwap. Puis en 2014, je rejoins le projet MobineTouch, où je deviens product designer. Et en 2018, je rejoins Siemens qui a vocation à créer une plateforme pour les syndics de copropriété. Et là, je deviens Head of Product, donc une petite équipe d'une dizaine de personnes avec laquelle on développe cet outil qui ensuite a été racheté. Et en 2020, je cofonde, là je pars dans la blockchain, crypto-monnaie, Web3 pour ceux qui connaissent un petit peu, où je suis cofondateur de la blockchain Ternoa, blockchain française, il y en a peu. Et donc en 2020, on lance Ternoa. Pardon, excusez. C'est arrivé d'un coup. Et donc là, je prends la casquette de CPO sur Ternoa, où on a la chance de créer une boîte qui va accueillir jusqu'à 50 personnes. Donc, commence à faire une belle équipe à son apogée, où la crypto un peu explose en 2021, voilà, par là. Et là, il y a beaucoup de choses à faire, donc je découvre aussi cette casquette avec des plus grosses équipes. Et en 2023, j'avais un petit side project que je faisais dans mon temps libre. Et 2023, je décide de vraiment me lancer dessus à fond et qui s'appelle aujourd'hui Coloria. Voilà, donc en ce moment, je développe Coloria, donc un nouveau projet orienté, qui est sur la blockchain, qui est pas mal Web3, mais on fait un mix entre les deux, entre le côté, on ajoute la technologie blockchain, décentralisation sur un produit qui est destiné à un grand public. Voilà. Donc, Merci Ben. si vous avez des questions déjà à ce niveau-là, je répondrai volontiers. Est-ce que tu peux nous dire peut-être comment ça s'est passé ta reconversion entre guillemets, même si avec toi, je trouve que c'est difficile de parler de reconversion parce que tu as continué à utiliser en fait toute ton expertise dans toutes tes expériences et c'est ça qui est intéressant aussi et c'est ce qui fait que ton profil il est particulièrement atypique et que tu étais vraiment un touche à tout. Mais peut-être nous parler du pivot entre le design et le product management, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers le product management et comment tu t'y es pris? Ouais, carrément. En fait, moi, j'ai commencé le design assez jeune où je commençais à designer un peu, faire du design digital avec les Photoshop 4 ou des trucs comme ça quand j'avais 15 ans. Donc à découvrir un peu cet univers assez tôt et tout de suite je me suis intéressé à faire des designs pas que graphiques mais aussi sites web. Donc en fait à développer un peu des produits en soi, des produits digitaux. Et c'est ça qui m'a, comment dire, que j'ai beaucoup aimé, c'est le développement de produits, en fait, voir son design devenir interactif et devenir être utilisé. Donc, passer de quelque chose de très graphique, on va dire, comment expliquer, sans interaction, à quelque chose d'interactif qui est utilisé, donc comprendre un peu cette mécanique. Et du coup, ça m'a amené aussi à toucher un peu au développement web. Par ça, m'intéresser un peu à ce côté dev web. Donc c'est comme ça que je suis arrivé petit à petit au produit et ce qui m'a amené à m'intéresser à cet aspect, ce qu'on appelle le PM, Product Management, à comprendre quelles sont les articulations dans une équipe, puis aussi en créant mes projets et en montant
en montant des boîtes, voilà, il fallait aussi une coordination dans la création d'un produit. Et c'est ça qui m'a intéressé, un petit peu le management d'équipe et trouver comment. Et à une époque, je me souviens, ça peut être très intéressant, à une époque, on avait les designers d'un côté et les techs de l'autre. Et personne au milieu, et c'était assez difficile, surtout qu'on n'avait pas d'outils comme Figma qui permettent aujourd'hui de bien travailler entre développeurs et designers. On était sur des maquettes Photoshop où on découpait à la main chaque image qui devait être incrustée par un développeur web. C'était très fastidieux, très lent et beaucoup de friction entre les... Je me rappelle, cette époque, c'était un peu ça, beaucoup de friction entre les développeurs et les designers. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'est née cette casquette de product, en fait, qui faisait le lien entre les deux, qui arrivait à avoir une notion design et une notion tech. Donc, arriver à planifier, à organiser, à faire de la gestion, en fait, entre les designers et les développeurs pour créer un produit qui fonctionne bien, qui est utilisé, parce que l'objectif final, c'est que les utilisateurs qui vont utiliser le produit soient satisfaits et n'aient pas de problème. Donc c'est un peu, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est un peu ça qui est arrivé ou qui m'a plu en fait, c'est ce côté arriver à travailler ensemble entre designers et développeurs, puisque moi j'avais un peu les deux casquettes, et c'est vrai que c'est ça qui m'a amené à m'intéresser au product. Voilà. Et comment tu t'es formé? Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait déjà des formations qui existaient ou est-ce que tu as fait ça toi-même? Tu as rencontré des personnes qui étaient déjà product? Alors, à l'époque où je m'intéressais, comme je disais, le terme product, je l'entendais pratiquement pas, hein. Donc, il n'y avait pas forcément comme maintenant où on a des très bonnes formations. Donc, moi, quand j'ai commencé, je me suis un peu formé sur le tas, j'ai découvert. Et bien entendu, j'ai découvert que aux États-Unis, on parlait de product, en Californie, à la Silicon Valley, ça intégrait déjà cette notion de product. Donc, j'ai appris comme ça. Et après, effectivement, j'ai fait une formation. J'ai fait une formation un peu plus tard alors c'est plus une formation tech que j'ai fait, plutôt orientée dev. Et pourquoi j'ai fait cette formation? C'est justement pour avoir, en tant que product, je l'ai fait vraiment dans un esprit d'être meilleur product manager. Et je me suis dit, en tant que product manager, il faut que je puisse discuter facilement avec les techs, que j'ai le même langage, que j'ai les mêmes termes et que quand on me parle de SQL, base de données, NoSQL, etc., je sache ce que ça veut dire, que je comprenne. Et c'était un peu ma petite problématique. Donc, j'ai fait cette formation. Et plus tard, en évoluant dans le product management, j'ai fait une autre formation de Head of Product pour vraiment me dire que ça ne soit pas moi tout seul ou mon entreprise qui me désigne Head of Product, mais plutôt que je sois arrivé par une formation qui valide le, le fait que voilà, j'atteigne ce niveau. Ok. Est-ce que tu penses que en tant que creative designer aujourd'hui, il y a t'as des facilités à apprendre le product manager, à te former dessus? Pardon, c'est-à-dire? Est-ce qu'il y a des qualités, des hard skills qui sont utiles en product management quand tu es créatif, quand tu es designer, pour des personnes qui voudraient potentiellement se reconvertir en PM avec une expérience, tu vois, plutôt de créa, de graphiste, de design, etc. En gros, qu'est-ce que ça peut apporter, tu vois, leur expérience? Qu'est-ce que tu verrais, toi, d'intéressant dans leur parcours? Bah, ce qui est super intéressant quand tu es designer, je trouve, c'est que en fait, tu as une vision produit. Là où en fait, tu as une vision un peu plus large, je trouve. Là où un tech va avoir une vision purement technique, donc fonctionnelle,
Donc, j'ai un design, il faut que ce design devienne interactif. Un designer, ce qui est intéressant, c'est en termes de hard skills, bah, qu'il sache bien utiliser les outils. Aujourd'hui, après, on a des outils comme Figma, hein, qui est parfait, hein, où là, on peut aller très très loin dans l'UI, dans l'UX, pour partager notre design avec les techs, et qu'ils aient aussi des notions tech. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez intéressant d'avoir. Alors, quand je dis bien notion, c'est-à-dire connaître un petit peu HTML, CSS pour justement fournir un design qui se rapproche vraiment de ce qu'ont besoin les développeurs. Donc ça va être en termes de hard skills, je dirais, pour moi, un bon, un bon designer, c'est important qu'il connaisse, voilà, quand on lui parle de CSS ou de balises HTML, etc., que ça soit pas quelque chose d'étranger et qu'il ait quand même les notions, voire un peu plus, si ça l'intéresse, bien entendu. Donc il y a cet aspect tech et puis l'aspect bien connaître les logiciels comme Figma, etc. Et après, ce qui va être important pour moi, c'est surtout la partie soft skills, en fait. Ouais, Je pense. carrément. Un designer, c'est ça qu'il peut apporter. C'est une vision d'ensemble, c'est du recul, c'est voilà, quand on fait un design, c'est avoir ce côté-là, connaître les bonnes couleurs qui vont être adaptées au produit, à l'entreprise, par exemple, mais avoir encore plus un recul sur une vision d'ensemble du produit, de comment il va fonctionner, comment l'utilisateur, quel parcours on va offrir à l'utilisateur final. Ok. Et avoir une culture aussi, je pense. Je pense que Pardon? c'est important. En tant que designer, c'est important, et ça, c'est aussi product. Product et designer, c'est important d'avoir une culture très variée. C'est-à-dire d'aller chercher des inspirations dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le produit qu'on est en train de faire. Ça, c'est intéressant. Je donne un exemple. Euh, on développe une application, donc une application mobile, et on va aller voir ce que fait, comment créer une voiture. Peut-être que ça fait bizarre là ce que je dis, je vois que tu rigoles. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le workflow, le flow de création. Moi, je me suis intéressé de très près, je dis voiture parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, c'est comment je crée une voiture. Et finalement, le process est exactement le même que créer une application. Et quand on commence, c'est-à-dire de l'idée où je vais griffonner euh, un début de voiture sur un papier. C'est pareil sur une application. On va commencer à dessiner nos maquettes, on va les faire sur papier avant d'aller les mettre sur un logiciel, etc. Et en fait, le workflow, on va faire dans une voiture, on va faire un prototype. Et c'est intéressant de voir ceux qui ont créé des produits depuis des centaines d'années, comment ils fonctionnent, pour se dire, OK, comment je peux utiliser leur technique dans des nouveaux produits, c'est-à-dire des produits digitaux où on a moins de recul, même si aujourd'hui, quand même, on a pas mal de recul, et on a des bonnes pratiques, mais c'est toujours intéressant d'aller voir d'autres secteurs pour s'inspirer et voir comment ils font pour créer un produit. Ok. Trop intéressant. Et j'ai l'impression que ça, c'est un peu le côté créatif qui parle aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, en tant que PM, en tant que product manager, comment est-ce que tu uses de ta créativité? En tant que PM, comment j'use de ma créativité? En gros, à quelles étapes tu as l'impression que c'est important et euh, est-ce qu'il n'y a pas de frustration en tant que vrai créatif, disons,
d'être dans le métier de product manager? Moi, j'ai l'impression que non, parce que tu peux, sur des problèmes ultra complexes, etc., pour moi, il faut faire preuve de beaucoup de créativité pour résoudre ces problèmes. Mais voilà, je voudrais savoir ce que tu en penses, toi. Euh, Oui, effectivement, quand on va analyser, en fait, le métier de product manager, je le vois de plusieurs façons. Pour moi, c'est l'interaction entre, c'est le point central entre les sales et le marketing, le design, la tech et la tech. Donc, sales, marketing, design, tech. Et le point central, c'est le product. Et le product, lui, il doit faire le lien entre toutes ces personnes, si on peut parler de personnes. Donc, il doit être un peu au centre et avoir une compréhension un peu du marketing. Donc là, on voyait dans le sondage, il y avait différents profils. Alors, je crois qu'il y avait plus de product, mais il y avait des designs, il y avait des sales, il y avait des marketing. Donc, c'est le product finalement, il va au milieu de ça. Donc, c'est là où ça devient très intéressant, qu'on peut faire preuve de créativité. C'est-à-dire que on peut amener déjà une compréhension. Donc, pour moi, quand on fait des, des moments de design thinking, alors je ne sais pas si tout le monde a ce terme en tête, mais le design thinking, ça va être une réflexion autour du produit finalement. Quand on va amener ça, ben, en fait, on met tout le monde autour de la table et on amène de la créativité et surtout de l'échange entre les parties prenantes pour développer au mieux le produit. Et au-delà de, effectivement, le product manager va essayer de, alors résoudre, je ne sais pas, parce que est-ce qu'on résout vraiment des problèmes ou on en amène des nouveaux? Ça, c'est une question philosophique. Mais en tout cas, va amener de la compréhension sur ce qui ne fonctionne pas très bien ou ce qui amène de la friction et comment on peut arriver à la résoudre par des ateliers, En fait, le product manager est aussi un facilitateur. C'est un peu ça. Donc c'est là plus, moi je dirais que c'est plus là-dedans qu'on va amener de la créativité. C'est comment on va arriver à faciliter les échanges entre les parties prenantes. Finalement, j'en reviens un peu à mon truc de dire, à l'époque, on avait dev, designer et personne au milieu, et c'était assez problématique. Et on a mis un product au milieu qui fait que ça devient plus fluide. Et en fait, c'est un peu ça, toujours le product. Et c'est là où sa créativité va vraiment être utile. C'est comment il peut créer une meilleure interaction et se remettre. Dans le product, il y a beaucoup de remises en question. Je pense qu'on est tout le temps en train de se remettre en question, c'est-à-dire qu'on teste des flows, on teste des process, et ces process se doivent d'être mis à jour régulièrement parce qu'un process, il évolue en fonction des gens, en fonction des parties prenantes, en fonction de l'équipe, en fonction du projet sur lequel on est. On ne peut pas prendre, par exemple, on se dit, ah tiens, je fais une méthode Scrum et j'applique le Scrum comme comme dans des livres ou des règles strictes. Si on parle d'agilité, si on dit qu'on est agile, bah, l'idée c'est même en ayant un premier pattern qui va être le Scrum, il va falloir l'adapter à la situation, l'adapter au nombre de personnes, l'adapter à l'équipe, l'adapter à la façon, aux compétences de chacun dans l'équipe. Et c'est ça, je pense qu'un product, c'est là où sa créativité agit. C'est vraiment dans le, et c'est pour ça qu'il y a management, hein, je pense. C'est dans cette gestion puisqu'il y a beaucoup de chefs de projet, nous on appelle ça chefs de projet web à un moment donné, sont partis vers plutôt le product management, quoi. Ils sont devenus de chefs de projet web, on est passé à PM, et c'est pour moi le PM, il est là, il fait preuve de créativité dans sa manière d'amener de la gestion.
Ouais, et de s'approprier les frameworks, de les repenser, etc. Par rapport à son équipe. C'est ce que tu disais, c'est hyper intéressant. Voilà. Trop cool. Pour toi, les soft skills d'un PM, les plus importants, ceux qui sont vraiment des must-have, ce serait quoi? D'être, de jamais avoir raison. C'est un PM, de jamais rester ancré dans un dogme en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est la soft skills principale d'un PM, c'est de se dire que il y a une évolution continue de tout et d'essayer alors bien sûr, il ne faut pas partir dans tous les sens non plus, mais d'avoir une direction, mais de se dire, bah, dans cette direction, il peut y avoir des évolutions, d'être à l'écoute des personnes, d'être à l'écoute de son équipe. C'est vraiment, c'est ça, hein, c'est vraiment le lien entre tous. Donc, limite, un PM, il n'a pas forcément d'avis, en fait. Il arrive à... Et c'est ça, je pense, l'une des qualités principales d'un PM, c'est d'arriver à prendre les avis, les idées des parties prenantes d'un projet et à en faire naître quelque chose de plus grand, mais qui convainc tout le monde. Et au final, qui va convaincre aussi les utilisateurs, finalement. Ouais, et ses équipes. Et ses équipes, bien entendu. Ouais. Euh, Et je pense en sachant prendre les idées de chacun, de les remanier, voilà, ça peut être parce que les idées elles vont dans tous les sens et aussi les retours, les feedbacks clients, les feedbacks utilisateurs, les feedbacks de tout le monde en fait. Et arriver, c'est un peu de l'UX, il y a beaucoup de l'UX d'ailleurs, arriver à en faire une sauce qui prend quoi. Et c'est ça ouais. la soft skills, j'ai envie de dire, ça réunit beaucoup de soft skills, donc l'écoute active, la compréhension, l'analyse. Et puis derrière, je reviens à ce que je disais qui me semble important pour arriver à ça, c'est être multi-culture, c'est-à-dire s'intéresser vraiment au monde qui nous entoure, à différentes cultures, à différentes... et voilà, j'ai parlé moi des voitures parce que c'est un truc qui personnellement m'intéresse, mais ça peut être beaucoup de choses, ça peut être même dans la musique. Donc, c'est-à-dire la construction d'un album, c'est la construction d'un produit finalement. Et comment un artiste va construire un album. Et en fait, si on analyse ce process artistique, il y a plein de choses qui se retrouvent dans comment développer une application. C'est un peu Trop bien. On est des artistes. C'est ça qu'il faut retenir. Ben, est-ce que tu peux peut-être nous parler, parce que je trouve qu'il y a un sujet hyper intéressant, c'est quand tu étais TPO de Ternoa, enfin Ternoa c'est un sujet, c'est un projet qui est ultra complexe et ultra technique, et il faut savoir qu'en plus avec vos équipes vous étiez tous en full remote. Et en fait, je trouve que ce serait intéressant que tu nous parles de ça, de comment justement tu arrivais à faire ce lien et cette coordination entre les équipes en full remote et sur un projet ultra complexe. Oui, alors, c'est là où faut faire preuve de grande flexibilité. Heureusement, alors sur la partie, j'ai commencé par la partie remote. Effectivement, à un moment donné, on était plus de 50, tous en full remote à travers le monde. Donc, plein de fuseaux horaires différents. Et on travaillait, voilà, on arrivait à travailler comme ça.
Et ça se passait relativement bien, avec bien sûr des hauts, des bas, mais ça c'est la vie, j'ai envie de dire. Il faut arriver à jongler avec ça. On arrivait à travailler relativement bien en utilisant les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, mais surtout en intégrant une culture d'entreprise assez forte où moi, en tant que CPO, je mettais un accent énorme sur l'asynchrone. Donc ça, c'était vraiment mon sujet. Comment on peut travailler en asynchrone au maximum avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes fuseaux horaires. Donc si nous, on est en France, on va avoir un développeur qui, lui, en fait, travaille que quand ceux qui sont en France dorment. Et lui, quand il se lève, il n'y a personne il y a les Français qui dorment. Donc voilà, parce qu'on avait des gens au Japon, en Inde, aux États-Unis, au Brésil. Vraiment, c'était tous les fuseaux horaires. Et donc, comment on travaille en asynchrone? Et c'est ça la difficulté, minimiser les réunions, donc avoir très peu de réunions, pouvoir travailler en asynchrone. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, il peut y avoir une première difficulté, mais finalement, c'est assez quand on commence à rentrer dans un process asynchrone, finalement les choses deviennent plus simples pour tout le monde parce qu'on peut organiser aussi sa vie comme ça sans devoir attendre quelqu'un. C'est le plus intéressant dans l'asynchrone, c'est que on n'est pas bloqué quand on n'a pas une réponse. Voilà, on avance sur autre chose, on avance différemment, mais on reste pas bloqué sur une réponse. Donc là, on va utiliser beaucoup de techniques de product qui vont être, je sais pas si on rentre dans les détails là, mais nous on utilisait Jira pour la partie dev. Avec les devs, on utilise beaucoup Jira et même d'ailleurs un peu avec les designers, parce que c'est cool que les devs et designers puissent aussi être connectés et avoir des outils comme ça. Et après, voilà, là, je parle en outils, on utilise ça avec des Notion, des choses comme ça, qui vont faire que on peut discuter directement à travers ces outils et la personne ne pas avoir peur de ne pas avoir une réponse instantanée et continuer son travail, passer sur autre chose. Si on est bloqué sur une tâche précise, on peut avancer sur un autre point non bloquant. Donc voilà un peu comment travailler. Après, voilà, il y a plein d'outils pour les devs, etc. Mais c'est vraiment cet aspect asynchrone qui, pour moi, est intéressant quand on travaille tous en remote. Enfin, c'est pas que c'est intéressant, c'est primordial. On n'a pas le choix, en fait, tout simplement. Et le deuxième point sur la partie technique, effectivement, nous, on développait une blockchain. Donc, une blockchain, c'est très technique. Et là, en tant que CPO, il y a même moi, à un moment donné, j'avais plus de design, il n'y avait plus d'interface. On était vraiment sur des cahiers des charges techniques de comment fonctionnent enfin, comment on va travailler une nouvelle fonctionnalité à intégrer dans un système de transactions, de blockchain. Nous, on faisait du NFT. Donc, pour ceux à qui ça parle, on crée notre blockchain principalement. Elle utilisait le NFT pour créer des solutions autour du NFT. Donc là, on part vraiment dans un truc hyper technique. Donc ça parle pas forcément à tout le monde. Mais là, on rentre dans des choses, des protocoles techniques, des mathématiques, voilà, des choses comme ça un peu plus poussées, et qui personnellement m'ont passionné parce que ça fait aussi partie de la culture. On va un peu plus loin que notre domaine de prédilection et c'est là aussi où ça devient intéressant, quoi. Merci. Autre question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se reconvertir en PM? Un designer ou n'importe. Peu importe, peut-être, enfin, peu importe.
Peut-être les designers, mais peut-être les autres aussi. Donc là, c'était le sujet aussi de la conf, du design au product management. Ouais, je commencerai par les designers. Les designers qui veulent se reconvertir en PM, comme je le disais un petit peu avant, je pense qu'il faut avoir une, comment dire, faut être intéressé par la partie tech. Ça, c'est important. Partie tech, je veux dire, pas ce que je viens de dire là, hein, Ouais. pas forcément. Pour ceux qui sont très intéressés à ça, allez-y à fond dans la blockchain, il y a beaucoup de boulot. Mais pour les autres qui sont plus dev, etc., ça va être s'intéresser à cette partie HTML, CSS, essayer de comprendre un peu ça. Et bien entendu, le côté management. Voilà, c'est la gestion des personnes, comment elles travaillent entre elles, comment elles peuvent s'entendre, comment améliorer cette relation au sein d'une organisation. Euh, euh, enfin, améliorer. Mettre en fait des petits process en place pour que ça soit fluide en fait. C'est vraiment ça l'idée, c'est que ça soit fluide entre tout le monde. Et le PM a un peu ce rôle. Donc, je dirais que ceux à qui ça parle, ce côté-là, un peu plus gestion, qu'ils foncent vers le PM, ils vont s'amuser. Ceux qui sont un peu plus tech, peut-être aller plus vers le product owner, où ça va être un petit peu différent que le product management, où là, mais ça va être plus tech, plus orienté tech. On va faire de la gestion de backlog, ce genre de choses, gestion de user story, analyse, voilà, pour améliorer, toujours améliorer la fluidité avec la partie tech. Et puis pour les marketing aussi, c'est très intéressant. Maintenant, il y a même un nouveau terme qui s'appelle product marketing, où là, c'est super intéressant. Moi, j'adore travailler avec des personnes qui viennent du marketing parce que on a une dimension un peu différente. C'est que eux, ils ont une vision commerciale du produit. Et du coup, là aussi, ça devient vraiment intéressant d'avoir quelqu'un dans des plus grandes structures, d'avoir des product marketing, parce que eux, ils vont pouvoir avoir du recul en fait, avoir une vision un peu plus large du produit qui va nous permettre et d'avoir des retours clients. C'est eux qui se prennent souvent alors c'est plus les sales, mais marketing sales qui se prennent les retours clients directement en frontal avec ceux qui font le support aussi, les custom manager success, customer manager success qui eux se prennent les retours. Ça peut être des fois très violent, mais super intéressant pour le product parce que justement c'est dans ces retours qui sont frontales, assez directes, qu'on peut découvrir ou avoir quelque chose qui peut nous aider pour améliorer notre produit. C'est souvent d'ailleurs à travers ces retours que des fois qui peuvent être qui peuvent faire mal, mais bon, faut pas les prendre pour nous. Hein. C'est des gens qui sont frustrés, pas contents, et c'est peut-être eux qui vont justement nous aider à améliorer au mieux notre produit, parce que je pense que les gens frustrés, pas contents, qui font des retours, c'est qu'ils utilisent notre produit et qu'ils aimeraient qu'il soit plus dans une direction. Donc ça peut être aussi très intéressant d'avoir ces personnes dans le product. Voilà. Qui a connu enfin, le job de product manager depuis enfin, vraiment le métier depuis le début, qu'il l'a vu évoluer, etc. Euh, est-ce que tu as noté des tendances? Qu'est-ce que tu imagines en fait pour le futur de ce métier? Euh, c'est une bonne question. J'imagine pour le futur de ce métier, je pense qu'il va devenir indispensable, tout simplement. Je pense que quel que soit le métier, l'entreprise, l'organisation, c'est un métier qui
En fait, quand on va développer un produit, voilà, comme on le dit, c'est un produit et une application digitale, c'est un produit et du moment où on a quelque chose à vendre, c'est un produit, même si c'est une formation, même si c'est ça, on peut prendre une formation comme un produit. Et bah forcément, quand on dit produit, un product, un PM va devenir primordial dans, ce, dans l'organisation. Donc pour moi, après c'est un peu déjà le cas, j'ai l'impression, et c'est pour ça c'est trop cool qu'il y ait des écoles comme Maestro qui naissent, comme Maria, qui forment des products, parce que c'est un métier qui devient de plus en plus indispensable, et on s'en rend compte, hein, quand il n'y a pas de product dans une organisation, on retombe dans les travers d'avant. Des mauvaises communications, une mauvaise gestion, l'équipe qui commence à partir un peu dans tous les sens, sans savoir ce qui est prioritaire, ce qui n'est pas prioritaire, les designers qui s'embrouillent avec les techs. Enfin, on retombe dans les travers de l'ancien monde. Donc, pour moi, c'est l'évolution, elle va être dans ce sens. Après, ce que va devenir un PM dans le futur, à proprement dit, on verra bien. Ça sera au product de créer leur métier, de le faire évoluer dans le bon sens. Mais en tout cas, voilà comment je vois le futur plutôt de l'organisation et des entreprises, c'est que les product managers seront indispensables à une bonne organisation, en fait. Parce que c'est le lien. Parce qu'en fait, un product, au final, c'est une personne qui peut discuter avec tout le monde. C'est une compréhension. C'est pour ça que moi je disais, j'ai fait une formation dev pour pouvoir discuter avec les devs sans passer pour, enfin, pour pouvoir vraiment discuter et sans passer pour quelqu'un qui ne connaissait pas son sujet. Et pareil avec le marketing, savoir comment parler de marketing avec des personnes qui vont parler de CPI, CPM, etc. et connaître ces termes-là. Parler avec les designers qui vont parler de workflow, de prototypes, etc., de MVP, de design du X, pouvoir en parler. Et voilà. C'est cette personne-là, c'est assez complexe, mais c'est une personne qui va s'intéresser à tous ces sujets, le product aussi, si on peut. Je sais pas si c'est qu'on arrive à la conclusion, mais voilà, la conclusion, ça peut être ça, c'est une personne qui va avoir, qui va être intéressée par tous ces métiers et du coup va pouvoir parler à tout le monde pour faire ce lien. Ouais. Et est-ce que tu penses que l'IA, ça va avoir un impact sur le métier de PM? L'IA, ça va avoir un impact sur tout. Sur toute l'humanité, ça va avoir un impact. Ça l'a déjà, hein, ça y est, c'est parti, ça fait partie Ben, c'est là, en fait. Hein, c'est un peu comme si, tu vois, à l'époque, on disait est-ce que Internet va avoir un impact? Bon, ben, c'est une question aujourd'hui. Internet, c'est là, c'est un outil, en fait. C'est qu'un outil. C'est un outil, faut le voir plutôt comme ça, après, on peut avoir tout un tas de débats philosophiques autour de l'IA, de Internet et, euh, et, euh, et du briquet, mais, mais c'est un outil et je pense que justement, c'est là où un PM doit avoir du recul sur tout ça et il peut bien entendu débattre, mais dans une organisation plutôt prendre tout ça comme un outil et voir comment il peut l'intégrer dans l'organisation. Moi, par exemple, avec mes devs, j'impose presque d'utiliser l'IA pour coder parce que ça va 10 fois plus vite. Parce que ça les aide et pour développer au quotidien, avoir un assistant
va t'aider sur ça, c'est primordial, c'est important. Et surtout, on est dans un monde où la compétitivité est extrême, c'est très très compétitif, ça va très très vite. Si on n'utilise pas les bons outils, on va pas y arriver. Et ben, je vais donner un exemple. Voilà, vous avez compris que j'aimais bien les métaphores. Je parlais de voiture, je parlais d'album. Je vais donner un autre exemple. C'est si je construis une maison. Moi, si voilà, quelqu'un qu'on va avoir une maison, c'est pareil. C'est très intéressant de voir le process de construction d'une maison. C'est comme un produit. Je vais construire une maison, mais j'utilise pas les bons outils. Je vais galérer hein, si j'utilise une pierre pour faire marteau ou si j'utilise pas de vis, si j'utilise pas, etc. Les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, bon, mais ça va être beaucoup plus difficile de bien construire cette maison. Donc c'est pareil, c'est exactement pareil. L'IA arrive dans le digital, c'est un outil qui nous permet de faire moins d'erreurs. Moi, je parle de code, donc il me permet de faire moins d'erreurs, de voir des choses qu'on n'a pas forcément vues. Voilà, c'est un outil qui nous permet d'accélérer d'un côté, mais aussi de faire de rendre un travail meilleur, plus qualitatif, plus sécurisé, etc. Voilà comment je vois. Merci, Ben. Alors, hop, je reviens sur les petites slides parce qu'on arrive à la fin. Juste pour vous expliquer brièvement, donc nous, chez Maestro, on propose des formations de product management et de no-code. Les 2 prochaines formations, elles s'affichent sur l'écran, vous pouvez regarder, et celle de no-code aussi. Pour vous dire, on a une pédagogie chez Maria où le principe, c'est vraiment de mettre 20% de théorique et 80% de pratique. Tout ça pour vraiment favoriser le fait de comprendre les choses plutôt que de les assimiler, j'ai envie de dire bêtement. Mais vraiment comprendre les choses, tester, se tromper, recommencer. C'est vraiment ça notre vision de l'apprentissage. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Et tous les intervenants, c'est des experts, c'est des pros qui sont sur le terrain et qui interviennent donc dans les formations sur ces sujets et qui vous proposent des études de cas qui rencontrent eux-mêmes dans leurs entreprises, dans leur quotidien, qu'ils ont pu rencontrer dans le passé, etc. Pour Maestro, donc on fait des événements comme ça, des webinaires, etc. tout le temps. Vous pouvez continuer à nous suivre donc sur LinkedIn, sur notre site John Maestro et sur Meetup. Vous trouverez ici les contacts de Ben si vous voulez rester en contact avec lui et si vous voulez continuer à lui poser des questions. Sachant que Ben, il sera aussi bientôt intervenant dans nos formations. Et c'est à vous de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une petite question pour vous, si jamais. Juste savoir si il y en a certains d'entre vous qui ont déjà pensé à se former au product management. Donc, je vous envoie juste un petit sondage. Oui, rapidement. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. En tout cas, il faut savoir que le métier de product, c'est hyper cool en fait. C'est cool dans le sens où on apprend toujours plein de choses. On est toujours en perpétuel apprentissage, c'est jamais fini. Et c'est ça, peut-être pour répondre à ta question, le futur du product manager, c'est que
En fait, il sera toujours amené à utiliser, découvrir ce qui, ce qui sort, comme il a Mhm. parlé. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi dans le product management, c'est qu'en fait, t'es toujours, ça n'intéresse pas tout le monde, hein, mais moi je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours en évolution, en Et en mouvement. mouvement, ouais, c'est clair. Euh, Philippe, il pose une question, il demande pour toi le product designer idéal qui a une bonne culture produit et qui bosse, il ressemble à quoi? Et qui bosse avec toi, pardon. Il ressemble à quoi? En tant que product designer, Ouais. c'est une bonne question. Il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? Product designer. Moi, personnellement, j'aime bien les personnes qui vont se lâcher complet, qui vont proposer des choses euh, un peu qui sortent des sentiers, en fait. J'aime bien ça, moi. J'aime bien les personnes qui non conventionnelles. Voilà. Qui savent faire du conventionnel, il n'y a pas de problème. Ça respecte le cadre, ça respecte les normes. Ça, c'est important aussi en product design, hein. Quand on fait une application iOS, il y a des normes à respecter. Une application Android, il y a des normes à respecter. Quand on fait du web, il y a des normes, etc. Donc ça, c'est très important. Euh, mais dans ces normes, c'est quelqu'un qui va arriver à sortir, ouais, à créer, à innover, à être original. Et, et je pense que c'est qu'il y a une bonne culture produit. Et je pense que justement, c'est à la fois une bonne culture produit, mais plus encore, une culture qui est différente. Moi, j'aime bien, par exemple, demander, OK, il y a les hard skills et c'est cool, mais derrière, ce qui va m'intéresser, c'est tout le reste. À quoi tu t'intéresses? Est-ce que tu as déjà voyagé dans ta vie? Est-ce que quel genre de musique tu écoutes? Quel genre d'art tu aimes? C'est tout ce genre de choses qui va vraiment m'intéresser, non pas pour juger, mais voir si s'il y a, il y a, il y a c'est quelqu'un qui s'intéresse au monde, même à des sujets philosophiques, à ce genre de choses, ça va m'intéresser. Ouais. Il y a David qui demande qu'est-ce que tu penses des profils seniors? Euh, Attends, je comprends pas la question. Que penses-tu des Senior profils en seniors design, mais juniors? Des profils donc seniors en design, je pense, mais juniors en product, par exemple. Donc lui, il a un background design, graphisme, print, puis web, une formation tech et gestion de projet, en passant par la pédagogie pour partager les compétences. Et il trouve que c'est difficile de trouver le premier vrai poste de PM. ok, j'ai un background design, graphisme, print, puis web, une formation tech de gestion de projet, c'est pas mal quand même, en passant par de la pédagogie pour partager les compétences. C'est difficile ce premier vrai poste de PM. Ah ouais, pourtant c'est vrai que t'as un peu toute, enfin, t'es passé par pas mal de casquettes. Euh, et qu'est-ce qui est difficile? Parce que là, en soi, quand on regarde ce que tu nous partages, euh, pour moi, en termes de compétences, tu as enfin, tu sembles avoir les compétences. Après, est-ce que tu as fait du management? Est-ce que tu as, oui, gestion de projet? Est-ce que c'est de la gestion de projet seul ou tu gérais les projets? Est-ce que tu as fait du management de personnes? Ça aussi, ça peut être important. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Non, c'est difficile, je suis d'accord. Un peu de management, Euh, difficile de trouver un premier poste. Ben, après, j'avoue que là, le marché de PM, je ne sais pas trop comment il est. Parce que moi, je dis que c'est indispensable, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'offres voilà. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a plus de demandes que d'offres? J'avoue que je le connais pas. J'ai pas trop suivi en ce moment comment ça se passait.
Ok, je pense que on va en rester là si vous n'avez pas d'autres questions. Et merci beaucoup à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à vous tenir au courant pour les prochains webinaires. Et passez une très bonne journée et puis un bon week-end. Et encore merci Ben d'avoir participé. C'était hyper intéressant et précieux tes retours. Et surtout et surtout assez intéressant de parler de tout ça parce qu'on n'a pas trop l'habitude. Et alors que c'est crucial et tu nous as fait nous rendre compte à quel point c'était intéressant. Merci. Trop bien, merci pour l'invitation. Merci à tous d'avoir participé dans votre temps libre à midi. Et bon week-end à tous.